Bonjour, cette vidéo revient, vous le verrez, revient sur la précédente intitulée Les autres. Les autres. Alors, cette fois-ci, je vais repenser au film Truman Show, parce que c'est un film qui marque les esprits, et c'est un film qui, vous le verrez, revient sur les autres. Et pourquoi? Parce que le personnage qui joue le rôle est semblable aux autres et nous. Aux autres et nous. Alors il est là, on le plonge dans la télé-réalité sans lui dire. Il se retrouve dans un personnage et tout est facile. Quoi qu'il fasse, ça semble écrit à l'avance. Et quoi qu'il fasse, il réussit presque tout. Presque tout. Tout ce qu'il fait, c'est très facile. Alors naturellement, il se pose de légitimes questions et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, le passage le plus révélateur, c'est quand il va sur une plage qui semble être à côté de la mer et qui regarde le ciel, il regarde la lune. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? On comprend très bien que c'est trop facile. Et plus le film se déroule, et plus il s'interroge. Alors, nous qui sommes humains, humain tant qu'humain, comme aimait le dire Nietzsche. D'ailleurs, il a écrit un livre spécialement appelé Humain tant qu'humain. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors pourquoi ça rejoint les autres? Ma précédente vidéo, tout simplement parce que nous sommes un peu dans la situation de Truman Show, de Truman, c'est-à-dire que si on observe autour de nous, alors je dirais pas que tout est facile, parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, mais quand même, on s'aperçoit que et plus ça va, je vais revenir sur ce qu'on s'aperçoit. On s'aperçoit que quelque chose cloche. On dirait que ce monde, que ce que nous apercevons est factice. On se pose des questions. Soit on se pose pas des questions et on vit sa vie banalement, c'est-à-dire que d'abord on essaye d'avoir une situation, un travail. Parallèlement à ça, quand on remonte le temps, on essaye d'avoir une compagne ou un compagnon, selon que nous soyons ou que nous soyons l'autre, et on reproduit ce qui se produit depuis, j'allais dire, depuis le début des temps, parce que au fond, l'être humain ne fait pas grand-chose d'autre que reproduire ce que ses ancêtres ont fait.
il s'emploie pour avoir de quoi vivre. Hein. Avant, c'était peut-être autrement, mais maintenant, bien avant. Maintenant, on sait que tout passe par la case départ passe par avoir des substances pour vivre, c'est-à-dire des emplois, c'est-à-dire un logement, c'est-à-dire une compagne, et puis notre but sur lequel nous sommes procréés pour ça, nous sommes procréés pour ça, c'est la procréation, hein. C'est-à-dire on pense servir nous-mêmes, hein. On pense que nous sommes là pour servir nous-mêmes, on pense. Mais derrière servir nous-mêmes, Monsieur Nietzsche expliquait qu'il y a servir l'espèce, hein, l'espèce et les espèces. On pense au premier abord que c'est notre satisfaction personnelle, hein, que nous voulons mener, que nous voulons servir. Mais il semblerait que non, c'est pas notre satisfaction personnelle. Nous sommes rien. Ce que nous essayons de servir, c'est l'espèce. L'espèce. Alors, dans le premier, la précédente vidéo, j'expliquais que nous sommes là, nous humains, et je pensais au film, je rappelais le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était pour moi un très bon film. Mais ce film n'expliquait pas, le scénariste ou l'auteur du livre n'expliquait pas où sont ceux qui ont posé les monolithes. Hein. On a posé des monolithes à un moment donné, et puis qui ont poussé comme des champignons, et puis ceux qui auraient posé les monolithes seraient partis. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut penser. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'ils ne sont pas partis, qu'ils ont posé les monolithes, et puis qu'ils ont continué à surveiller, quoi, à surveiller. Bon, revenons-en à la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui quand même fait une sorte de suite à la précédente, les autres. Hein. Mais donc, parce que M. Truman Show, il se dit, il est différent des humains, mais il me ressemble un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor? Le décor, c'est la vie. Hein, c'est la vie, c'est son activité professionnelle, c'est celle qui semble être sa compagne. Hein, c'est le monde factice. Pour moi, c'est le monde factice dans lequel nous vivons. Et ce film m'a révélé que je ne me trompe pas lorsque j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le décor. Hein. Alors ça n'a pas été que là, mais ça a surtout été là. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. D'abord, avant de vous expliquer ce qui m'est arrivé à Colmar-les-Alpes, parce que vous savez, je reviens sur ce qui était arrivé à mon père, hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui lui était arrivé ressemble un petit peu au film interprété par Fernandel, La vache et le prisonnier. Hein. Vous savez que Monsieur Fernandel était un acteur extraordinaire, et dans ce scénario, il joue un qui est mobilisé, qui se retrouve dans la guerre et qui se dit « fiche, qu'est-ce que je fous là ?» Et il essaye de faire comme il peut, hein, pour s'en tirer, pour essayer que
le monde dans lequel il s'était habitué à vivre ne change pas beaucoup. Hein. Il se retrouve prisonnier, il se retrouve 2 fois prisonnier, si je ne me trompe pas, et finalement, à la fin du film, le scénario veut qu'il s'en sorte, qu'il soit libéré comme tout le monde, hein, comme tout le monde, exactement comme tout le monde. Et ben, c'est à peu près ce qui était arrivé à mon pauvre père durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'était retrouvé mobilisé, chasseur alpin. Il s'était retrouvé dans une sorte de territoire où on sentait que la guerre était là, puisque des bombes étaient lancées soit par des avions, et donc ça explosait un peu de tous côtés, hein, et lui qui venait d'être mobilisé, il se disait, fiche, mais bon sang, qu'est-ce que je fous là? Et à un moment donné, il eut une hallucination. Il s'est retrouvé comme ceux qui font des morts trop vite, hein, vous savez, qui se tirent, ceux qui ont une mort imminente, et puis il se trouve dans un monde parallèle. C'est exactement ce qui est arrivé à mon pauvre père. Mais je ne crois pas qu'il aimait, bien que oui, c'est pas impossible, qu'il ait fait une mort imminente. En tout cas, il s'est retrouvé plongé dans un monde parallèle. Hein. Alors, il vécut les 2 fois où il fut prisonnier. Hein. Il vécut tout ce qui lui arriva. Il s'aperçut que tout ce qu'il vu en imaginaire, on va dire, était que la réalité. Il vit qu'il fut prisonnier, il vit qu'il s'en sortirait, qu'il ne mourrait pas de la guerre, et il vit le scénario de sa vie jusqu'à la libération. Ça, je vous dis, c'était au départ de sa vie, quand il venait d'être mobilisé. Hein. D'un seul coup, il eut cette hallucination qui lui permit de savoir qu'il s'en tirerait, et très bien. Hein. Mais ce qu'il y a d'étrange, ce qu'il y a de curieux, ce qui a vraiment interloqué mon père, c'est à la fin de la guerre, il se rappela de l'hallucination qu'il avait eue, et c'est exactement la vie qu'il vécut. Il vit qu'il fut prisonnier, il vit qu'il s'échapperait, il vit qu'il refut prisonnier une seconde fois, il vit qu'il s'en sortirait encore. Tout ça, il l'a vu dans un laps de temps, disons, à la vitesse de la lumière, hein, il vit tout ce scénario, il le vécut. Mais il le vécut, il fut informé de ce qui allait lui arriver. Hein, il l'a vu comme dans un film. Hein. Ça, alors, quant à moi, lorsque je me trouvais à Colmar-les-Alpes, et c'est pour ça que ça rejoint le scénario des autres, hein, ou alors le scénario de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que alors que je me trouvais à Colmar-les-Alpes, hein, un endroit où j'avais l'habitude d'aller me reposer. Je me reposais à cet endroit-là, parce que c'est un petit village dans l'arrière-pays, et c'est un petit village magnifique, avec 2 fortifications autour, et le village est entouré de murs. On se croirait à l'époque médiévale. Donc, j'étais là dans le village, et je sortais faire une promenade, et j'allais vers un endroit qui s'appelait le Col des Champs. Je pris une route qui s'appelait le Col des Champs, elle s'appelle toujours le Col des Champs d'ailleurs, et à un moment donné, il y a une sorte de buvette qui est là, où avant de partir ou en revenant de la montagne, on peut s'arrêter et prendre une consommation. Quand c'est l'endroit où je bifurqua, je ne suivis pas la route goudronnée, mais je pris une route de montagne, on va dire, et à un moment donné, je pris à gauche, un chemin, vraiment un chemin, et j'aperçus sur une partie gauche un terrain, et au bout de ce terrain,
j'aperçus une ferme. Une ferme. Mais avant d'en venir à ce que j'aperçus, quand j'ai aperçu la ferme, il y a eu le moment où j'étais comme dans le film de Truman Show, je me questionnais. Je me disais, mais bon sang, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et moi, je me demandais pareil que lui. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la vie? Je pense qu'il y a autre chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Je pense que vraiment il y a autre chose derrière, mais je n'arrive pas à découvrir quoi. Et j'aperçus donc à ce moment-là la ferme, et la ferme me semblait m'appeler et me dire viens, comme la chanson de Marie Laforêt, une très belle chanson d'ailleurs, viens. Viens vers moi et tu sauras. Voilà. Je me questionnais qu'est-ce que c'était que ce décor et qu'est-ce qu'il y allait vraiment derrière le décor. Et là, c'est de là que j'entendis comme un appel provenant de la ferme et me dire viens, viens, viens et tu sauras ce qu'il y a derrière le décor. Mais comme je ne suis pas très courageux, c'est pas de ma faute, on est comme on est. Hein. Si on est comme on est. Hein. Donc, je n'eus pas le courage d'aller à la ferme. Hein. Je comprenais très bien que si j'allais à la ferme, que si je choisissais d'aller à la ferme, je choisissais à passer un pont, hein, un pont entre une dimension et une autre dimension. La dimension dans laquelle je me trouvais, et dans laquelle on se trouve peut-être tous, peut-être pas d'ailleurs. Et que si je franchissais ce pont, je passerais dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension. Mais je savais aussi, j'avais compris aussi, que si je franchissais cette limite, on va dire, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus. Je saurai hein, ce qu'il y a derrière le décor de l'existence, hein, un peu comme dans ma première vidéo intitulée Les autres, hein, parce que dans ma vidéo sur les autres, on comprend que des monolithes ont été posés sur ce lieu qui s'appelle la Terre, mais on ne sait pas qui les a posés et s'ils sont toujours là, hein, ceux qui les ont posés. Et bien là, je savais que si je veux décider à traverser le pont, ben, je ne reviendrai plus. Ça ne voulait pas dire que j'allais forcément mourir. Non, pas forcément. Ça voulait tout simplement dire que j'étais dans la situation de ceux qui font ces expériences de mort imminente, mais sauf que dans les expériences de mort imminente, en principe, on revient, hein, sauf peut-être, je vais mettre des parenthèses, dans le film qui est remarquable, Alice ou la dernière fugue, parce que pour moi, c'est ma définition. Alice est dans le coma, et si elle fait jouer sa volonté pour sortir du coma, elle ne serait pas morte. Elle ne serait pas morte. Mais comme elle n'a pas assez de volonté et elle se laisse entraîner dans la chute, Alice meurt. C'est bien logique. Mais il y a des moments où elle commence à voir ce qu'il y a derrière le décor. Dans le film, le très 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 bon film Alice ou la dernière fugue, Alice comprend que le monde réel n'est pas forcément la réalité n'est pas forcément ce que nous pensons. Mais comme sa volonté n'est pas assez forte, elle tombe dans... elle accepte de mourir. Hein. Donc là, moi, j'étais un peu dans cette situation, dans la situation d'Alice. C'est-à-dire que je comprenais que si je passais le pont, hein, le pont qui va sur l'autre rive, le pont qui va dans l'autre dimension, ben j'irai dans l'autre dimension, j'irai sur l'autre rive. Mais vraisemblablement, je ne pourrai jamais revenir, je ne serai jamais revenu. Hein. Alors ça, c'est la deuxième, on va dire, raison que j'ai
de m'interroger. Hein. Dans la troisième, et elle concerne plutôt ma femme que moi, hein, alors que nous étions tous les deux à la petite chapelle Saint-Tirce, hein, je vous ai maintes fois parlé de la petite chapelle Saint-Tirce, et ça mériterait que je vous en parle encore. Donc, nous étions, il faut dire que ça fait depuis plus de 20 ans, peut-être même 30, que nous visitions la petite chapelle Saint-Tirce, hein, près de Castellane, à 10 km de Castellane, à peu près. Hein. Donc, cette chapelle, elle est un peu, je dirais pas magique, c'est pas le mot qui convient, je dirais plutôt, on comprend très bien qu'il y a quelque chose dedans. On comprenait très bien, je ne dis pas qu'on le comprend toujours aujourd'hui, parce que malheureusement, des travaux ont été faits, et je pense que des travaux ont été faits pour supprimer ce qu'il y avait de divin dans la chapelle Saint-Tirce. Hein, parce qu'il y avait une force incroyable qu'on en rencontre rarement. Il y a 2 chapelles il y en a 9 de chapelles, mais il y en a 2 qui sont pas loin l'une de l'autre, la chapelle Sainte-Anne et la chapelle Saint-Tirce. La chapelle Sainte-Anne, il y a quelque chose, mais ça me semble léger. Par contre, à la chapelle Saint-Tirce, il y avait quelque chose de puissant, de fort, hein, quelque chose qu'on rencontre peut-être, je dis bien peut-être, à Rennes-le-Château. Je n'ai encore pas été à Rennes-le-Château, mais je pense que tant de personnes ont ressenti cela, hein, que ce n'est pas impossible du tout. Donc je reviens à la chapelle Saint-Tirce. Nous étions, à cette époque-là, on se trouvait rarement à plusieurs dans la chapelle. Une seule fois, j'ai rencontré un groupe d'hommes qui m'avaient expliqué être des francs-maçons. Des francs-maçons, c'est pas moi qui leur ai demandé, c'est eux qui me l'ont dit, et qu'ils étaient là pour une cause qui touche la franc-maçonnerie. Hein, c'est eux qui me l'ont dit. Et donc, ils venaient assez couramment, comme nous, mais ils nous en ont pas expliqué plus. Hein. Et nous y venions souvent, au moins à la fin, c'est-à-dire ces 3 dernières années, même ces 4 dernières années, une seule fois par an. Hein, une fois par an. Mais avant, bien avant, nous y venions souvent, enfin quand venait le beau temps. Et nous étions dans la chapelle, tous les deux, ma femme et moi, et ma femme a eu envie de faire un vœu, de formuler un vœu. Hein. Elle s'assit, elle pria, et elle pria un vœu étrange. Hein. Ce vœu, c'était de rencontrer le grand maître des Templiers, Guy de Molay, le grand maître des Templiers, de pouvoir l'apercevoir. Hein. C'était pas la pensée de ma femme, c'était comme la mienne, c'était pas l'appât du gain, hein, parce que vous savez qu'autour de la chapelle Saint-Tirce, ou dans la chapelle Saint-Tirce, et dans cet endroit où il y a 9 chapelles, sur les gorges du Verdon, et il y a une légende qui voudrait qu'il y ait un château, qu'il y ait un trésor d'enfoui. Or, notre façon de fonctionner n'a jamais été matérielle. Jamais. Ma femme et moi, si nous étions pas d'accord sur ce point, vraisemblablement que nous ne nous serions jamais mariés. Jamais. Mais nous étions profondément... nous pensions profondément que la valeur matérielle passe bien après la valeur spirituelle, ou du moins la valeur de l'esprit. Hein, nous étions convenus comme ça. C'est pour ça que nous allions souvent, et que nous déjeunions à côté. Même parfois, il y a une autre petite chapelle dans un coin de prière, on va dire, dans la montagne, sur lequel j'ai été. J'ai également été. Le nom ne me revient plus, mais il n'est pas loin de la chapelle Saint-Tirce, et il est dans la falaise. Hein, dans la falaise, avec un petit chemin qui y conduit,
mais un chemin dans lequel il passe une personne après l'autre. Hein, c'est vraiment, faut être en bonne santé pour pouvoir aller dans cet endroit. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Je vais vous dire que ma femme avait profondément prié, avait formulé le vœu de rencontrer le grand maître des Templiers. Et vous me croirez ou non, vous me croirez ou non, vous me croirez ou non, lorsque nous avons quitté la chapelle, nous sommes remontés dans notre voiture, parce il y a un petit chemin qui mène jusqu'à la chapelle, par lequel on peut prendre sa voiture, et nous avons repris la voiture, et nous sommes partis en direction de Castellane. Mais quand on arrive à l'intersection qui relie la route qui vient de Robion et qui va à Castellane, il y a un croisement, une petite interception. C'est là que nous avons aperçu un homme en treillis et avec des vêtements semblables à ceux du grand maître des Templiers. Bien sûr, il n'avait pas une épée, mais c'était un homme au trait du grand maître des Templiers et avec des vêtements un peu comme de l'époque médiévale. C'est ce que nous avons aperçu. C'est le personnage que nous avons aperçu. Ma femme voulait s'arrêter pour lui parler. Moi, j'ai fait comme la fois où j'aurais pu aller vers la ferme. Je n'ai pas eu le courage de m'arrêter. Je lui ai dit, mais écoute, on ne sait pas qui c'est. Là, on est complètement isolé. Il n'y a absolument personne. Vaut mieux continuer. Vaut mieux ne pas s'arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Enfin, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait. Parce que c'est pas elle qui conduisait la voiture, c'était moi. Donc, j'ai continué. Et ma femme m'a toujours reproché pourquoi je ne me suis pas arrêté. Alors, étant voulu parler à ce personnage en treillis. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Je n'en sais rien. Mais si j'ai fait un lien avec ma précédente vidéo intitulée Les Autres, et celle-là, c'est parce qu'il y a vraiment un lien à faire. Il y a vraiment un lien à faire. Lorsqu'on pense que les extraterrestres existent, c'est une possibilité matérielle. Lorsqu'on pense que le spirituel existe, je pense qu'il y a deux forces dans la vie. Celle où agit les forces matérielles, qui sont le monde visible, et celles où agissent les forces de l'esprit, Et les forces de l'esprit et les forces matérielles ne se rencontrent pas toujours. Souvent, chacun va dans sa direction, mais les deux forces ne se rencontrent pas toujours. Ces histoires expliquent que parfois, il arrive qu'elles se rencontrent. Voilà. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déplu. C'est la première fois que je fais ça. La première fois. Je vais la signer au nom de Petit Michel. Petit Michel. Pourquoi je la signe au nom de Petit Michel? Je vous laisse le soin d'y penser. Parce que je vous laisse le soin d'y penser. Mais sachez que je me considère, on a le droit de se considérer, je me considère comme pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, tel que ça semble dit dans des personnages de la Bible, pauvre en esprit. Alors, je ne sais pas si je suis pauvre en esprit. J'ai le sentiment que oui. Je suis un petit personnage. C'est pour ça que j'ai signé cette vidéo, Petit Michel. Voilà. En tout cas, ce qui a toujours fait ma force, parce que malgré que je sois pauvre en esprit, j'ai quand même eu une certaine force. Malgré que je sois un petit Michel, j'ai quand même eu une certaine force. C'est que j'ai toujours eu la force de ne pas attribuer
plus d'importance que ça n'en vaut à la matière, et à tout ce qui représente la matière. Hein. Par contre, j'ai toujours cru aux forces de l'esprit. Et tout le temps, c'est comme ça. Alors je pense que cette façon de vivre m'a protégé de bien des déconvenus. Hein. C'est ma pensée, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. C'est uniquement ma pensée. Je vous remercie. Au revoir.